Quand on entreprend, on a 9 chances sur 10 d'échouer, de planter sa boîte. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Quand on a autant de chances de rencontrer l'échec, pourquoi y aller ? Je suis Fanny Rimbaud et je suis entrepreneur. Depuis 3 ans, avec Instinct Collectif, je tends le micro à mes consoeurs et mes confrères pour comprendre ce qui se cache derrière le costume de l'entrepreneur. Dans le podcast qui va suivre, il ne s'agit pas de se donner des tips d'entrepreneur ou de raconter une success story. Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Peut-être en 2 mots, est-ce que tu peux nous dire, tu peux dire à nos auditeurs qui tu es, d'où tu viens, et peut-être en une phrase, la mission de Télécope. Je le prononce bien parce que... Ok, coupe. Alors, qui je suis moi, je m'appelle Marion Greffly, je suis alsacienne. Je suis arrivée à Paris il y a 5 ans. Pour une raison assez simple, c'est que je voulais changer de carrière. J'en avais assez, en fait, de vendre du chocolat. À l'époque, je vendais du chocolat. Ah oui ? Ouais, et puis je trouvais pas ça très utile, en fait, finalement, à la société telle qu'elle était et aux défis environnementaux et sociétaux dont j'avais connaissance. Et donc, je suis arrivée à Paris pour faire un programme de transition de carrière et pour pouvoir rejoindre l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est ça le projet. Et ensuite, j'ai découvert, je dirais, le monde merveilleux des coopératives à l'intérieur de ce que c'est que l'ESS, la grande famille de l'ESS. Et en fait, j'ai trouvé que ça remplissait tous mes critères, c'est-à-dire une juste répartition des richesses, une réponse innovante aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et pour finir, le sens du collectif. Et ça, c'est un point pour moi qui est très important dans mon engagement. C'est que je pense que en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, on peut faire beaucoup de choses. On est capable d'une force motrice assez importante, etc. Par contre, on n'est jamais capable d'aller aussi loin que quand on a construit un collectif qui fonctionne, bien sûr, parce qu'il y a aussi plein d'autres questions autour de ce que c'est qu'un collectif qui fonctionne. Mais en tout cas, ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet aussi de nous assurer que ce qu'on fait va servir à quelque chose. Parce que moi, je cherchais aussi ça, je cherchais la légitimité dans ce que je construisais et dans ce que j'entreprenais, c'était très important pour moi. Et voilà, et ensuite, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le projet Télécope. À l'origine, vraiment sur les questions de collectif, parce que c'est ça qui m'intéressait plus. J'aurais pas entrepris dans une entreprise classique, je dirais. Enfin, voilà, ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la partie coopérative. À la fois pour ses sens du collectif, mais aussi parce que la coopérative, ça permet de laisser quelque chose qui nous dépasse quelque part. Parce qu'en fait, c'est une entreprise qui, dès ses débuts, dès ses origines, dès ses statuts, défend l'intérêt collectif, défend la lucrativité limitée. Donc, on ne cherchera jamais le profit en premier, à défaut justement de l'impact environnemental et sociétal. Et donc tout ça, ça m'intéressait parce que pour moi, c'était important que tout ça ne dépende pas que de moi aussi. Il y a cette vision assez importante pour moi. Donc voilà. Alors la mission de Télécope, pour que ce soit très clair, ouais. Tu la résumerais en... La mission de Télécope, c'est de démontrer qu'en fait, on peut créer un opérateur télécom et on peut faire vivre un opérateur télécom qui serve l'intérêt collectif et qui serve les enjeux environnementaux et sociétaux. Et en fait, c'est comment on fait pour mettre les numériques au service en fait, de la société et au service justement de la construction d'une société qui est plus juste et qui est vivable et durable. Alors là, il faut quand même que tu nous expliques du coup comment on passe de « je vends des chocolats en Alsace » à « je révolutionne l'industrie des télécoms » quoi. C'est peut-être pas que par une formation à l'ESS, enfin en passant par une formation à l'ESS. Non. Alors ça, c'est sûr que ça a été le déclencheur parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai rencontré un collectif de gens qui étaient engagés, qui pensaient comme moi, qui avaient aussi envie de s'engager concrètement pour ces sujets-là. Donc en fait, c'était un catalyseur. C'était la possible. Je me suis dit, en fait, je suis pas la seule à penser ça, parce que quand on est dans le monde un peu capitaliste classique, on a vite l'impression d'être seul. On a vite l'impression qu'en fait, pourquoi on veut changer les règles du jeu ? Après tout, on est entouré de gens qui croient à cette vision du profit. Voilà. Donc, je pense que oui, c'est un catalyseur. Par contre, je pense que les sources de mon engagement, c'est assez clair. C'est des moments de vie. Enfin, voilà, j'ai eu une maladie assez grave il y a quelques années
qui m'ont beaucoup questionnée et en fait, m'ont poussé à me recentrer, en fait. Hein. Parce que je pense que cette maladie, elle vient d'une profonde dissonance en moi, hein, sur concrètement le temps que je passais à vendre de manière acharnée du chocolat, quoi, pour le faire simple, et finalement les catastrophes que je constatais dans le monde. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler, c'était en 2012, ouais, ça fait 10 ans tout pile. Et là, les rapports du GIEC se sortaient les uns après les autres, mais on n'entendait pas parler. On commençait à connaître les premières sécheresses, les premiers moments clés de réchauffement, les premiers incendies, enfin tous ces trucs-là. Maintenant, c'est monnaie courante, mais en fait, c'était déjà là avant. Et voilà, et je pense que ça m'a beaucoup questionnée. J'ai aussi, je suis devenue marraine d'une petite fille qui est née aussi à ce moment-là. Et voilà, et donc je me suis dit, mais en fait, c'est quoi qu'on va leur laisser En fait, voilà, moi, je suis peut-être la dernière génération qui va à peu près vivre une vie normale, mais ça va pas être le cas pour ces enfants-là. Donc voilà, donc tout ça a fait qu'à un moment donné, effectivement, c'était plus possible, tout simplement. C'était plus possible, mon plein d'incidents de la vie, des événements, etc. C'était plus possible. Je pense que j'ai vécu ce moment de dissonance cognitive totale où je ne savais plus pourquoi je me levais le matin, enfin, ça n'avait aucun sens. Et du coup, il fallait remettre les choses en place. Enfin, il fallait remettre les choses en place. Et je pense que oui, mon départ à Paris, les questions aussi, voilà, le groupe que j'ai rejoint, le collectif que j'ai rejoint, etc., c'était une première façon de trouver une réponse à ça. Et puis de continuer à expérimenter, de continuer à me renseigner, parce que une fois qu'on s'est dit ça, que oui, on n'est pas à la bonne place, il faut trouver quelle est la bonne place. Et puis, sous-entendu qu'il y ait une bonne place. Enfin, je pense qu'en plus, c'est des choses qui sont évolutives, et puis il faut accepter que c'est évolutif, c'est pas grave. Et puis, je pense que dans ma réflexion, il y avait aussi toute une question avec l'argent. Il y avait vraiment une réflexion forte de ce que c'était pour moi que l'argent. Parce que je pense que dans les carrières classiques, quand on rentre dans des grandes multinationales comme je l'ai fait, on sait qu'on va gagner très bien sa vie. Et puis moi, j'étais partie pour gagner très bien ma vie. J'ai gravissé les échelons, enfin voilà, tout se passait bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que moi, ça ne m'apportait pas ça m'apportait rien. En fait, voilà, ça m'apportait une façon de vivre, une façon d'acheter à manger, c'était autre chose. Mais plus d'argent ne m'apportait rien. Enfin, je sais pas d'intérêt particulier, quoi, hein, tout simplement. Je crois que j'étais complètement désintéressée. Mais bon, il a fallu quand même revoir mes habitudes, parce que en fait, tout ça crée des habitudes. J'ai renoncé à ma voiture, j'ai renoncé à l'avion, j'ai renoncé à un tas de choses comme ça. Puis au fur et à mesure que je renonçais, je me suis dit, mais en fait, c'est pas mal. Je suis bien comme ça. Et je suis bien, je suis heureuse, je suis épanouie. Et voilà, et donc au fait, tout ça, ça a été un cheminement à la fois personnel de ma réflexion, de savoir qu'est-ce que je faisais de tout ça. Qu'est-ce que je faisais de ce rapport à l'argent? Qu'est-ce que je faisais de ce rapport à la réussite? C'était quoi la réussite? Et lié à toutes mes, finalement, tout ce que je découvrais, en fait, sur ces impacts environnementaux et sociétaux, de savoir comment est-ce qu'on fait pour construire une société plus juste, etc., ça m'a plu. Ça m'a plu, et donc je me suis dit, en fait, oui, ça pourrait être ma juste place. Après, je pense que le chemin que j'ai suivi maintenant, c'est un chemin, mais j'aurais pu en suivre peut-être d'autres, je sais pas. Mais en tout cas, celui-là, il me convient très bien. Et il me convient très bien, mais je pense qu'il évoluera et ça sera très bien aussi. Ok. J'ai quand même envie, parce que j'ai envie d'évacuer ce sujet des télécoms. Ouais. Ok. Parce que là, justement, il y a tout un domaine de questions là sur le véhicule de l'entrepreneuriat comme outil aussi de développement personnel et de développement de la société. Donc ça, je vais le garder pour après. Mais disrupter les télécoms, comment tu t'y prends? On ne parle pas d'un secteur simple à appréhender. Enfin, en tout cas, là, comme ça, je me dis c'est quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, je pense que c'est aussi partie d'une révolte, quelque part, ce truc-là. En fait, aujourd'hui, les télécoms, c'est un secteur qui est hyper concentré, qui est tenu par quelques acteurs, notamment pas mal d'hommes d'affaires richissimes. Hein. Parce que historiquement, voilà. C'est aussi un secteur d'État, enfin, je veux dire, une industrie de l'État, quoi, un service public. Exactement. Et en fait, moi, ça m'a questionné énormément. Je me suis dit, mais en fait, c'est quand même bizarre que quelque chose qui soit au cœur, finalement, qui devienne au cœur de nos vies, en fait. Hein. C'est un besoin essentiel, communiquer, en fait. C'est un besoin essentiel.
C'est pas au même titre que s'alimenter et boire, on est d'accord, mais c'est un besoin essentiel. On est un animal social, en fait, ça passe par là. Ok. En fait, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est le fait de me rendre compte que dans ce secteur-là, tout était concentré dans les mains de quelques-uns. Donc, à la fois de quelques entreprises, mais surtout derrière quelques hommes d'affaires richissimes. Enfin, voilà, des hommes, en plus, d'affaires richissimes. Enfin, il y a vraiment un truc qui, ensuite, en plus, ont construit des espèces de empire en fait, et qui maintenant rachètent des médias, enfin avec tout ce qu'on sait derrière. Enfin, il y a aussi ça, il y a tout ce monde, cette collusion là, moi qui m'a vraiment énormément gênée et puis en fait révoltée, parce que moi je me pose beaucoup de questions sur notre démocratie, sur l'état de notre démocratie actuelle, sur la façon dont on permet finalement aux citoyens de participer, aux citoyens aussi de s'engager, etc. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment aux citoyens, on parle aux consommateurs, on parle aux clients, on lui vend des trucs de prix, enfin, on lui vend, voilà. Enfin, en fait, pour moi, c'est hyper problématique. On parle beaucoup aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus aux citoyens, non? Enfin, pardon, oui, je t'interromps. Mais c'est nouveau, ça. Okay. Ouais, mais je suis d'accord, et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais pour moi, c'est encore balbutiant, quoi. Hein. Notamment quand tu vois après, parce que les télécoms, c'est la porte d'entrée vers le numérique. Hein, donc, le numérique, c'est après tous ces mastodons, notamment les GAFAM, etc., qui sont en train quand même de grignoter à la fois notre temps, parce que c'est ça dont on se parle, c'est la chose qu'on a le plus précieux, c'est notre temps, à mon avis. C'est la façon dont on peut se servir de notre temps, la façon dont on dédie notre temps, etc. C'est ça qui est pour moi le plus important dans nos vies, parce que ça, on ne peut pas l'acheter. C'est là et c'est tout. Et c'est un capital, et après, on essaie d'en faire ce qu'on peut. Donc voilà, après, sous ce système des GAFAM, etc., oui, la récupération de nos données, enfin oui, tout ça, en fait, tout ce monde-là qui se met en place, en fait, dans cette vision numérique, ça m'a énormément questionnée, notamment parce que j'ai pas vraiment eu l'impression qu'on a eu un débat là-dessus. De savoir c'est quoi la place du numérique dans notre société, j'ai pas vraiment l'impression qu'on a eu ce débat, que c'est pas quelque chose dont on s'est emparé, en fait, tout simplement. Et quand j'ai vu les états de la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, quand ils ont émis le fait de potentiellement mettre un moratoire sur la 5G parce qu'on ne savait pas encore les impacts environnementaux et sociaux, parce qu'il y avait des questions sanitaires aussi à l'époque, on leur a dit, bon, t'es gentil, mais on va pas le faire, ça. Et bien, c'est problématique, parce qu'en fait, on n'a pas eu ce débat, enfin, on a permis plus ou moins de l'avoir, puis après, on l'a mis sous cloche, parce qu'on dit, non, mais en fait, c'est comme ça. À quoi tu fais référence? Et bien, la Convention citoyenne pour le climat, oui, ok, voilà, proposait un moratoire sur le déploiement de la 5G à l'époque, ok, parce qu'il n'y avait aucune étude à l'époque environnementale ni sanitaire qui était sortie. Donc c'est plutôt normal en fait de dire en fait on va d'abord vérifier s'il n'y a pas d'impact, etc. Et puis ensuite on va se lancer. Et en fait non, ça n'a pas été suivi. La 5G a été déployée avant toute étude d'impact. Donc c'est problématique. C'est vraiment problématique. C'est problématique parce que ça sous-entend que de toute façon le numérique c'est plus une question à l'heure actuelle qui est vraiment une question démocratique. C'est une question purement économique. On le fait parce qu'on a besoin pour je sais pas quoi, vendre des choses. Enfin, en plus, c'est pas très clair, hein, là, les enjeux vraiment pour les citoyens. Donc voilà, tout ça, ça m'a énormément questionnée. Nous, on est nés au moment de ces débats sur la 5G, hein, puisque Télécope, un peu comme instinct collectif, est né, pas le premier jour du confinement, mais dans les 15 jours qui ont suivi, puisqu'on a signé les statuts de la coopérative à ce moment-là. Et tout s'est organisé en fait pendant cette période qui à la fois était intéressante parce que le numérique avait une place déterminante et nous permettait finalement de sortir aussi notre en fait de caractère un peu. Il y avait une incroyable mise en abîme du sujet sous-jacent. Exactement. J'avais en effet ça. Oui, c'est un moment très riche pour toi. Oui, parce que nous en tant qu'entrepreneurs, quand on s'est retrouvés par rapport à ce moment-là, on s'est dit en fait, là, on va vivre un moment où le numérique va être hyper important, hyper déterminant pour continuer à avoir une vie qui soit à peu près correcte, on va dire. Enfin, voilà, parce que je vais dire que ça, parce que tout le monde l'a vécu de manière très différente, donc je ne vais pas me mettre dans la boîte de tout le monde. Mais pour nous, ça pouvait déjà préfigurer une autre place du numérique et potentiellement une place un peu plus dangereuse que ce qu'on avait pensé. Ah, vous voyiez le risque? Oui, d'ailleurs, dès le premier confinement, on organisait des soirées détox digitales en disant là, en fait, on a passé toute la journée devant nos écrans parce qu'on était en visio, parce qu'on était, etc. Bon, peut-être que ce soir, il faut peut-être qu'on décroche un petit peu. Et on organisait des soirées autour de ça, en fait, pour notre communauté, pour les gens qui avaient envie de se lancer, etc. Vous l'organisiez comment?
Eh ben, en digital, au début. Ah oui, C'est-à-dire, d'accord. on donnait un gong en disant, bon, bah voilà, en fait, à 19h, on s'arrête. On s'arrête de servir du digital à 17h et puis vous voulez reprendre si vous voulez plus tard. Mais en tout cas, essayez de faire l'effort de laisser votre téléphone de côté pendant cette soirée-là, quoi. Donc oui, nous, on l'avait vu, ce truc-là arriver. Après, c'était pas... Enfin, dans notre positionnement et dans ma posture à moi, on sera jamais dans la culpabilisation, etc. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était d'aider les gens à se poser des questions sur leur équilibre. En fait, de pouvoir aussi séparer vie pro, vie perso, quand c'est le bon moment, etc. Parce que, en fait, quand on a vu sortir les études après le confinement, effectivement, on s'est bien rendu compte qu'il y a des moments où ça a été dur pour certaines personnes aussi, de vivre ce mélange, en fait, entre vie perso, vie pro, que le numérique, finalement, faisait que tout était un peu... que les limites n'étaient plus claires, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi un autre moment qui nous a pas mal questionné aussi sur qu'est-ce que Télécope pouvait apporter, en fait, là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a choisi la forme coopérative. Donc, on a un opérateur télécom qui est monté en mode coopératif. Parce que l'enjeu de ça, c'était de pouvoir avoir un mode de gouvernance sur le principe d'une personne égale à une voix. Donc, c'est-à-dire que pour répondre aux enjeux d'hyperconcentration des richesses et du pouvoir, là, ça nous permettait d'avoir un mode de scrutin, quelque part, un mode démocratique pour prendre nos décisions. Et ensuite, l'autre gros enjeu, c'était de pouvoir créer un lieu de débat, en fait, sur ce que c'est que le numérique. Et de pouvoir finalement co-construire ensemble ce que c'était qu'un opérateur télécom qui a vraiment cette portée d'intérêt collectif et d'impact environnemental et social. Parce que ça, c'était l'autre enjeu, c'était de ne pas le faire seul. Nous, on pense qu'on est des entrepreneurs, bon, certes, mais on n'est pas des entrepreneurs sachants, en fait. Pour faire un truc qui légitime, quelque chose qui peut se correspondre au plus grand nombre, il fallait qu'on puisse se rapprocher, en fait, du plus grand nombre, ou créer des lieux, des instances, des moments où vous pouvez prendre ce pouls-là, quoi. Ok. Est-ce que dans ce modèle, quelles sont les limites, s'il y en a, du modèle Qu'est-ce que tu essayes de craquer, tiens. C'est une autre forme de... à part le business en lui-même qu'on a bien compris ce que solutionne, en tout cas ce qu'amène Télécope. Mais pour y parvenir, qu'est-ce que tu essayes de craquer C'est quoi les limites? On est sur un secteur hyper concurrentiel, donc avec des très gros acteurs qui ont des budgets gigantesques. Enfin voilà, c'est David contre Goliath, mais c'est vraiment un mini David contre très gros Goliath, quoi, si je peux dire ça. Donc en fait, un des trucs qu'on essaie de craquer, c'est, c'est le fait de vraiment émerger sur de bases de valeurs différentes, quand on est les seuls à le défendre. Parce que, en fait, quand on suit un mouvement et quand on développe quelque chose sur la base de quelque chose qui existe déjà, ou en tout cas un frémissement, c'est plus facile parce que les gens sont habitués. Nous, on est beaucoup sur les notions de sobriété numérique, etc. La sobriété numérique, avant qu'elle soit reprise maintenant un peu par le gouvernement, mais c'est très récent, nous, il y a 2 ans et demi, on n'était pas les seuls parce qu'il y a pas mal de structures et d'associations qui peuvent parler de ça. Mais en tout cas, on était le seul agent économique, on va dire, acteur économique qui parlait de sobriété numérique et qui le mettait dans son modèle économique. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que, oui, ça, c'est ce qu'on essaie de craquer, c'est de faire de la sobriété numérique quelque chose qui soit finalement le cœur de la réflexion maintenant sur les secteurs du numérique, sur les secteurs des télécoms de manière plus vaste. Donc ça, c'est un point qu'on essaie de craquer et qui est loin d'être facile parce qu'en fait, c'est à la fois, j'allais dire presque culturel, parce que maintenant, c'est une question de changement de comportement. Il faut arriver justement aussi à faire passer le fait que faire la sobriété numérique, il y a un intérêt en fait à faire la sobriété numérique pour soi, pas seulement pour la planète, mais c'est pour nous en fait l'intérêt. Et donc ce lien-là, il faut arriver à le faire, il faut arriver à le déclencher. Et c'est pas évident parce qu'en fait, le numérique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement, on va dire, impalpable. On nous a répété pendant des lustres que le numérique n'avait pas d'impact. Enfin, moi, je me rappellerai toujours de cette signature en bas de mail, n'imprimez pas votre mail pour éviter de détruire l'environnement parce que c'était du papier. Enfin, les mails en soi ont déjà un impact. Oui, pour redire ce qu'on essaie de craquer, c'est ça, c'est vraiment ces enjeux de sobriété numérique et en fait faire en sorte que les impacts sociaux et environnementaux du numérique deviennent palpables. À la différence de ce que c'est classiquement que le numérique, c'est-à-dire quelque chose d'impalpable.
qui donne un peu cette impression d'être un peu dans l'air, de flotter, etc. Et donc, par essence, comme c'est pas physique, qui n'a pas d'impact en fait. Voilà. Ouais, pour le coup, c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que c'est précisément mon sujet d'entrepreneur que d'essayer de mettre d'être concret sur les sujets du numérique. Hop, c'est ma partie chef d'entreprise, mais c'est pas celle qui s'exprime là. Mais du coup, en effet, je trouve que, pour ma part, je trouve ça passionnant que d'essayer de rendre concret le numérique, parce que c'est très étonnant, cette chose où c'est une espèce d'abstraction, de virtuel, où tu as l'impression que c'est pas tangible, alors que la base, c'est quand même des gros tuyaux sous le sol. Et en fait, c'est très concret, en vrai. Mais bon. Alors du coup, qu'est-ce que vous... Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a cette base-là, on peut raconter plein d'histoires. On doit... c'est vrai que tout l'art du récit doit prendre son sens, doit prendre corps pour transmettre. Vous, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a marché dans cette sensibilisation à la sobriété? Est-ce que tu vois des choses qui marchent pas auprès de votre public? Je pense que oui, il y a des choses qui fonctionnent. Nous, on a sorti le premier forfait qui facture nos abonnés en fonction de leur consommation de données mobiles réelles. Ça, c'est quelque chose qui n'existait plus, en fait, puisque c'est des forfaits avec un très gros paquet de gigas, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, etc. Ça fonctionne parce que, même pour les gens qui ne passent pas forcément chez nous, ça fonctionne parce que les gens vont chercher ce qu'ils consomment, ils vont prendre conscience du fait que, en fait, non, la donnée mobile, c'est quelque chose qui est mesurable, au même niveau que l'eau, que l'électricité, etc. C'est aussi dans cette logique-là, en fait. Et donc ça, c'est que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Aujourd'hui, on a plus de 5500 abonnés, des gens qui ont réduit leur consommation de données mobiles, ont décidé aussi de mettre leur téléphone de côté, parce que souvent, c'est aussi ça qui avance avec ça. En fait, ils disent, maintenant, en fait, pour reprendre la main sur ma consommation de données, en fait, peut-être que l'idéal, c'est aussi de mettre mon téléphone de côté aussi un peu plus que d'habitude. Voilà, il y a aussi toute cette vision. Ça, on sait que ça fonctionne. Et on sait que, en fait, à partir du moment où il y a un acteur qui te dit, en fait, c'est OK de ne pas être tout le temps sur ton téléphone et de ne pas répondre à toutes les sollicitations, et aussi de ne pas changer ton téléphone tout le temps. Parce que nous, en fait, par exemple, on ne vend pas de téléphone. On propose que des solutions pour aider les gens à garder leur téléphone le plus longtemps possible, à le réparer, notamment à le maintenir, etc. Et en fait, quand tout ça, on le dit, et quand on est plusieurs à le dire, en fait, c'est encore une fois cette force du collectif qui nous permet finalement de pas être d'accord en fait avec cette vision capitaliste de je vais changer mon téléphone tous les 2 ans. Enfin, c'est un exemple très concret, mais ça permet de s'absoudre de ça en fait. Donc oui, ça, on voit que ça fonctionne. Les gens, quand ils sont chez nous, ils gardent leur téléphone plus longtemps, ils ont moins envie et moins besoin de le changer. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent. Oui. Enfin, on peut imaginer que vous touchez votre cœur de cible est peut-être déjà sensibilisé à rechercher une solution responsable dans la mobilité Enfin, tu penses que vous avez converti les gens? C'est même sûr, ouais. On a fait des études là-dessus. Et en fait, nous, ce qu'on leur demande quand ils passent chez nous, c'est de nous dire combien ils consomment de données mobiles. Et au fur et à mesure, on fait l'étude et on regarde si, effectivement, ce qu'on leur propose fait, par exemple, en sorte qu'ils consomment moins de données mobiles. Et c'est le cas. En fait, c'est le cas pour la quasi-totalité de nos clients, ou alors ils sont à peu près égales. Enfin, voilà, ça va dépendre aussi un peu des profils. Mais oui, c'est le cas. En fait, c'est le cas. Mais aussi pour la simple et bonne raison que, en fait, on est le seul acteur qui encourage les gens, ne serait-ce qu'à regarder leur consommation de données mobiles. Donc, et comme c'est quelque chose qu'on rend obligatoire dans le parcours de souscription, tout simplement, en passant chez Télécom, en fait, c'est un passage obligé. On se pose naturellement ces questions. Donc, oui, c'est sûr. Enfin, en tout cas, les études qu'on a fait le démontrent. Et après, moi, je trouve qu'il n'y a rien d'étonnant, parce que, encore une fois, c'est parce que on se prend le temps de s'interroger, et nous, on les interroge, les gens, avant qu'ils arrivent chez nous, pour qu'ils se réinterrogent sur leurs usages et qu'ils regardent leur consommation, etc. Donc ça, je pense que ça fonctionne. Et ensuite, encore une fois, je pense que ce qui fonctionne aussi, c'est vraiment le fait de se retrouver aussi dans une communauté de gens qui pensent aussi un peu finalement comme nous. Et ça fait du bien, en fait, de se retrouver dans ces collectifs-là, parce que c'est des collectifs qui aident à l'action, en fait, tout simplement, qui aident à agir. Et moi, je crois beaucoup là-dedans, en fait. Je crois beaucoup dans le fait que tout seul, c'est pas facile de s'y retrouver, etc. C'est pour ça qu'on a une coopérative, et que les gens, au-delà d'être clients, ils peuvent aussi devenir sociétaires. Ils peuvent aussi prendre une part sociale dans la structure
pour voter lors de l'Assemblée générale, pour participer à la co-construction des services de la coopérative. Là, on a presque 1000 sociétaires en plus de tous nos abonnés. Et ça permet aussi, quelque part, en fait, de rejoindre un collectif. Du coup, s'informer, de comprendre, en fait, d'autant mieux comment ça fonctionne que le numérique, puisqu'on fait plein de formations, etc., sur ces sujets. Et je pense qu'aussi, la clé là-dedans, parce qu'en fait, tu m'as posé la question en me disant, mais c'est compliqué, en fait, le numérique, c'est compliqué les télécoms. Enfin, ça paraît compliqué. Moi, je viens pas du domaine des télécoms. Aucun, d'ailleurs, des autres cofondateurs de télécoms ne vient de ce domaine-là. C'était aussi ça qu'on voulait faire comme démonstration, en fait. C'était qu'en tant que citoyens, qui n'avons aucune spécialité là-dedans, pas d'ingénieur en télécom, rien, en fait, on est capable de monter un opérateur télécom. Oui, c'est beaucoup de travail. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et c'était aussi pour dire... En fait, ce secteur-là qui est tellement nécessaire à notre capacité de communiquer, en fait, il peut aussi être détenu par des citoyens, mais juste des simples citoyens. Je pense qu'on est des simples citoyens. Et c'était ça aussi qu'il y avait derrière cette réflexion-là. Et c'est ce qu'il y a derrière aussi, ce qu'on amène, je pense. Si t'imagines... si tu t'imagines dans 10 ans, tu serais satisfaite si quoi ? C'est assez compliqué. Alors, je pense que sur mon secteur, je serais satisfaite si d'autres opérateurs, en fait, se lancent dans la sobriété numérique. Nous, on a fait ça pour ça. On n'a pas fait Télécope pour qu'il devienne le premier opérateur de France. On a fait ça pour que d'autres opérateurs télécoms changent. Parce qu'on n'a plus le temps, en fait, d'attendre de grandir. Il faut aussi que les autres prennent le pas. Donc ça, c'est un premier point. On commence à avoir 2-3 trucs, donc on est content. Et je pense que c'est aussi parce que... C'est une sorte de MVP de l'industrie, quoi ? Oui, je pense que le but de Télécope, c'était de montrer qu'on pouvait construire un autre type d'opérateur télécom, basé sur d'autres valeurs et qui puisse servir à autre chose, en fait, qu'un véhicule purement capitaliste. Donc, qui puisse servir à, encore une fois, créer un monde plus durable, plus vivable et qui soit plus solidaire. Enfin, c'est ça le but. Donc, je pense que si ça arrive chez d'autres opérateurs, nous, on sera très contents. Enfin, vraiment, c'est un de nos objectifs, clairement. Donc, voilà. Et puis, on aime bien servir de prétexte, même, à ce que des offres soient lancées. Enfin, on est très content que ça puisse arriver, quoi. Ensuite, je pense que le deuxième point, je pense qu'on sera aussi très content de voir le mouvement coopératif beaucoup plus fort que ce qu'il n'est aujourd'hui. Parce que pour moi, en fait, fin du monde n'ira pas sans fin du mois. Et nos modèles, en fait, ils démontrent qu'en fait, on peut travailler sur d'autres bases de répartition de la richesse, de répartition du pouvoir. D'autant plus parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la concentration du pouvoir, la concentration des richesses est une des explications qui mène aujourd'hui ce système dans lequel on vit à sa perte, quoi. Et pour ça, il faut égaliser tout ça. Il faut redonner du pouvoir aux gens. Il faut donner du pouvoir à chacun et chacune d'entre nous. Et il faut arrêter de le concentrer dans quelques mains du capital, quoi, clairement. Et ce modèle coopératif, il est une réponse à ça. Et donc, nous, on sera aussi très contents de voir que de plus en plus de coopératives, à la fois se créent, mais surtout se développent, deviennent des entreprises importantes de chacun de leurs secteurs d'activité, comme il y a déjà des gros exemples, la Nef par exemple sur le secteur bancaire, Enercop sur le secteur de l'énergie, etc. C'est des acteurs qui aujourd'hui ont plus de 100 000 clients, etc. Donc c'est encore des petits acteurs à l'échelle du secteur, mais là il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de prendre des proportions énormes. On voit avec la Nef leur campagne actuellement de financement. Il y a un réel envie, un réel besoin en fait des citoyens que les choses changent. Et en fait, les coopératives tels que le mouvement des licornes, par exemple, dont on fait partie, c'est un réceptacle à ça, c'est un réceptacle à cette énergie, parce que c'est les entreprises des citoyens, de qui veut, en fait. Mais toujours sur ce principe d'une personne égale à une voix. Donc là, on règle le problème des concentrations, etc. Donc ça, c'est un deuxième point. Ça, c'est un deuxième point sur lequel on serait très fiers, je pense, parce que, encore une fois, le secteur des télécoms, c'est notre secteur, c'est le secteur sur lequel on est positionné. Mais nous, on le voit d'une manière plus systémique, en fait. On le voit comme étant un axe... Nous, au cœur de notre activité, c'est la coopération avec les autres acteurs, d'autres secteurs d'activité, mais qui portent les mêmes valeurs, puisque le but, c'est vraiment de faire système, en fait. C'est de montrer que, OK, le système tel qu'il existe aujourd'hui,
ça fonctionne pas, ça fonctionne plus. On a vu les limites, c'est bon, enfin, on va arrêter de faire le même conseil à chaque fois. Donc maintenant, on va proposer un autre système, qui est non pas un système alternatif, parce qu'alternatif voudrait dire qu'il est plus faible que l'autre, mais un système qui permet de remplir tous les enjeux auxquels on a besoin de remplir, c'est tout. Donc voilà, donc pour moi, c'est le système qui doit dominer l'autre. Et voilà, et c'est ça dont je serais très fière aussi. Un citoyen, une voix, et j'aimerais bien reparler de ta voix, du coup, de ce que ça représente pour toi d'entreprendre, puisque au début de la conversation, ce qui m'a semblé assez évident, mais je veux bien t'entendre là-dessus, c'est la fonction presque thérapeutique, curative, en fait, du projet. Du coup, et même, j'ai vraiment eu l'impression que c'était particulièrement vrai dans ton histoire. Enfin, je veux dire, il s'avère que j'ai un biais, c'est que je pense que c'est le cas pour tous les entrepreneurs. Donc, et après, ça dépend des doses, tu vois. Et il m'a semblé que voilà, c'était vraiment quelque chose d'important dans ton histoire. Mais donc, du coup, j'aimerais bien en parler, voir quel est ton regard là-dessus. Et voilà, et comment, si on dit qu'il y a une forme de soin, comment t'apprécies la cure? C'est super intéressant comme réflexion parce que je l'avais jamais vu vraiment comme ça. Donc c'est bien, ça permet de prendre du recul. Mais je pense que tu as raison. Enfin, je pense qu'il y a vraiment... je pense que dans l'aventure entrepreneuriale telle que je la vois et telle que je la ressens, oui, c'est une façon de se réparer soi-même. Parce que, à la fois de réparer ce qu'on a pu faire avant, avec lequel on n'est pas à l'aise et que voilà. Comme une dette? Ouais, je pense qu'il y a une forme de dette, ouais. Je pense qu'il y a une forme de dette. Il y a une forme de dette. Tu vois, moi, j'ai fait une école de commerce. On m'a dit que j'étais... je me rappelle, c'était comment dire, la phrase choc de mon école de commerce, c'était « Vous deviendrez les pilotes du changement ». Je me suis dit, mais quand je suis arrivée dans une boîte, je me suis dit, mais en fait, on change rien du tout, là. Enfin, là, je suis juste dans un modèle préétabli, avec des petites cases. Il faut que je monte les échelons, et puis c'est ça qui sera attendu de moi. Mais attends, c'est quoi ce truc? Enfin voilà, je pense que oui, il y a cette forme de là, une forme de dette. Quelque part aussi je pense, de pas l'avoir vu arriver. Enfin, je le savais, je le sentais bien que ce truc-là ne me correspondrait pas, que en école de commerce, j'allais me retrouver avec un espèce de microcosme qui me correspond pas. Je le sentais bien, enfin, c'est pas, voilà. Mais je m'étais dit, non mais c'est bien, il faut que je comprenne comment ça marche, il faut que je comprenne... il faut que je comprenne les ressorts économiques, financiers. Il faut que je comprenne comment ça marche. Il faut que j'ai cette culture économique pour être bien équipée, quoi. Mais bon, en fait, je pense que oui. Je pense que ça m'a pas du tout convenu. Et je pense que j'étais un peu révoltée à l'époque, mais que j'ai pas fait grand-chose, à mon avis, pendant mes études, pour vraiment essayer de faire les choses différemment, etc. J'ai un peu suivi le mouvement en me disant, bah, c'est un mauvais moment à passer, puis on verra plus tard. Enfin, je pensais vraiment ça, c'est un mauvais moment à passer, on verra plus tard. Mais voilà, je pense que oui, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas possible, là, cet immobilisme, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est pas possible. Tu te retrouves à devoir quelque chose. Oui, je pense qu'il y avait cette forme de dette. Enfin, je pense que le terme que tu utilisais est très bon. Et voilà, et en fait, il y a un moment où, effectivement, moi, je suis passée par des stades, en plus, j'ai eu une maladie, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. Et en fait, il y avait à la fois le fait de repenser, du coup, sa place dans le monde, de dire, mais en fait, moi, ça peut pas, ma place ne peut pas être celle-là de détruire, de participer à la destruction, etc. C'est pas possible. Je dois avoir une autre place. Et je pense que la dissonance cognitive dont je parlais tout à l'heure, elle est vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire de dire, moi, je me voyais comme quelqu'un, on va dire, de bien, une bonne personne, quelqu'un qui était intentionné avec ses amis, qui prenait soin de sa famille, etc. Mais bon, dans mon travail, c'était pas vraiment ça, quoi. Donc, je pense que c'était aussi ça, l'aspect curatif. C'est-à-dire que, bon, t'as pas fait que des belles choses, maintenant il faut tout réaligner, quoi. Je dis pas que tout ce que je fais est parfait, mais je pense qu'il y a cette ça. Mais du coup, là, comment ça va? Comment tu te sens? Ça va super bien. Et peut-être je t'explique pourquoi je pose cette question, de toute façon aussi, avec presque de la suspicion, c'est que c'est l'éveil de l'ignorant, tu vois.
Et c'est quelque chose qu'on sent bien dans ton parcours, tu vois. Il y a la prise de conscience, ensuite le malaise, puis j'agis. Mais en fait, il y a un moment, le sujet, plus t'es dedans et plus tu vois aussi combien t'as un grain. C'est ce que voilà. C'est ma projection que j'ai c'est la projection que ça me donne d'entendre ton parcours, c'est de me dire, c'est génial d'œuvrer, et en même temps, tu dois à chaque fois te rappeler combien tu es un grain de poussière, que ça peut être démobilisant, en fait. Ouais, oui, je suis passée par ces moments-là. Hein. Je suis passée clairement par ces moments-là. Je pense que je suis passée par Pardon, c'est pas, je me dis, formuler comme ça peut paraître hyper brutal, alors que non, c'est pas brutal. Non, au contraire, parce que ça, c'est quelque chose que je me dis régulièrement, que je suis un petit grain de poussière et que en fait, je vais essayer de faire ce que je peux à mon niveau. Mais c'est ça aussi, moi, j'avais une crainte en me lançant dans l'entrepreneuriat, cette espèce de notion un peu d'entrepreneur roi, de qui va sauver le monde, qui incarne un truc tellement fort, etc. Moi, ça me faisait peur parce que je voulais pas que Télécope dépende que de moi. C'est hyper important pour moi. Il faut que ce projet, si moi je décide de partir, il perdure. Parce que j'ai pas fait ça pour ça. Enfin, j'ai pas fait ça pour moi, en fait, vraiment. J'ai fait ça, oui, moi en tant que professionnel pour trouver une bonne place. Ça, c'est autre chose. Mais Télécope, il n'existe pas. Il ne doit pas exister que pour moi, il ne doit pas exister que par moi, il ne doit pas exister que par tous les autres cofondateurs. Et du coup, ce statut, entre guillemets, de grain de poussière, moi, ça me convient très bien. Parce que si demain, il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour prendre la suite de Télécope et pour prendre les responsabilités qu'il faudra, au moment où il faut les prendre, parce que la vie d'une entreprise, c'est comme ça me conviendra très bien. Et je pense que c'est ça aussi, Et vraiment, je me pose la question, je me suis beaucoup posé la question, parce que moi, quand j'ai fait ce parcours-là effectivement, de changement de carrière, donc j'ai évoqué tout à l'heure, après j'ai co-dirigé le programme, et j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs, parce que ça faisait partie du logique du programme, en fait. On accompagnait des personnes, donc on les mettait en relation, etc. Et j'ai eu peur de ça. J'ai vu beaucoup chez les entrepreneurs ce truc tellement fort, tellement incarné de son projet, etc., que des fois, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais s'ils partent, qu'est-ce qui va se passer de ce projet? Qui est magnifique, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc ouais, je pense que moi, je suis à l'aise en fait, avec ce statut de grain de poussière, ça me va très bien. Ok. Et justement, je pense que ça me ramène aussi à la raison pour laquelle je fais tout ça. Et je reste vigilante, en fait, au fait de transmettre ce que je fais, de le faire avec une équipe, et pas moi toute seule et deux toute seule. Enfin, ça, aujourd'hui, on était 5 dès le début, en fait, chez Télécope, dès l'origine du projet. Pour ces raisons-là aussi, parce qu'on voulait le construire à plusieurs. Pour toutes ces raisons-là, bien sûr des compétences, etc., mais aussi parce que ça ne devait pas dépendre que d'une, deux personnes. Enfin, c'était pas le but. Et donc voilà. Et je pense que effectivement, encore une fois, cet aspect collectif, parce que je pense que j'ai vécu des moments très durs, très rudes, on va dire, de prise de conscience écologique, mais au-delà de ça, de mal-être profond. Je me suis posé la question de savoir est-ce que j'aurais des enfants, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, et alors en question. Bon, ben là, je vais en avoir un, donc a priori, j'ai réglé la question. Mais typiquement, parce Félicitations. Merci. Mais parce que justement, j'ai décidé que ce serait l'action. Enfin, que ce serait l'action qui me permettrait de me sentir bien. Et effectivement, je me sens bien avec l'action. Que c'était le collectif qui, moi, allait me faire me sentir bien aussi. Que c'était aussi la façon de trouver des solutions ensemble. Hein. C'est ça aussi, donc, je suis dans le collectif. Et en fait, ça me rend vraiment heureuse. En fait, c'est des moments où je me dis, bon, ok, ça va être vraiment très dur. On sait, on va aller au-devant de moments très compliqués, etc. Mais on expérimente des choses chez Télécope qui me font me dire, bon, on a probablement des solutions à trouver pour faire de ça quelque chose qui soit beaucoup plus facile, vivable, etc., quoi. Donc voilà, donc c'est aussi ça que je vois dans le projet Télécope. Et moi, en tant qu'entrepreneur, c'est une espèce de facilitatrice. On crée des endroits, on expérimente, on se dit, ah, en plus ça fonctionne, donc on va continuer à le faire. Et on va outiller d'autres gens aussi pour qu'ils puissent le faire à leur tour. Ouais, il y a aussi ça il y a ça aussi qui me parle dans ce projet. Il est temps d'atterrir, hélas. Hélas, mais pas que. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mon petit sourire, parce que tu as des feuilles devant toi. Et ça s'appelle aussi la piste d'atterrissage. Ok. On choisit la couleur que tu veux. Ok. Est-ce que tu pourrais... Là, tu vas me détester, hein, mais il y a quelque chose qui est quand même
pas mal revenu dans ton propos. Ouais. C'est ta place dans le monde. Ouais. Est-ce que par n'importe quel biais de représentation, tu peux aller un schéma, un mot ou une aquarelle avec des stylos, représenter là comme ta place dans le monde? Est-ce que ça t'inspire comme schéma? En fait, quand tu le dis comme ça, moi j'ai envie directement de construire une montagne. On voit une belle montagne verte. Elle est verte, bien sûr, parce que j'aime bien quand elle est verdoyante. Je suis moins une fan des Alpes ou des Pyrénées. Et je suis désolée, c'est vrai qu'on est au stabilo. Mais ça ira bien, hein, ça ira bien. Non, mais je pense que ça correspond assez bien. C'est-à-dire que je me vois comme quelqu'un de très averti, on va dire, qui voit les choses d'en haut. Alors, t'es où sur la montagne? Tu es la montagne ou tu es sur la montagne? Non, je suis sur la montagne, mais à peu près vers le milieu, quoi, on va dire. Tiens, je vais me dessiner par là. Et parce que je souris normalement plutôt pas mal, en tout cas. Et je pense que je suis au milieu parce que j'ai pas complètement fini mon cheminement. Et puis est-ce qu'on finit vraiment un jour? Enfin, je pense que je serai jamais là-haut, mais ça m'intéresse pas. Et je suis par là parce que j'aime bien avoir une vue d'ensemble. J'aime bien comprendre. Là, je t'ai parlé du numérique parce que c'est du Télécope. Mais comme tu l'as probablement senti, pour moi, tout ça, c'est imbriqué dans plein d'autres choses, etc. On ne peut pas juste traiter un point isolément de tout ce qu'il y a autour. Donc moi, je me vois un peu là-haut parce que j'aime avoir cette vue d'ensemble. Et je pense que j'ai une bonne vue d'ensemble, de compréhension des enjeux, etc. Et puis, naturellement, j'ai envie de construire d'autres gens autour. Parce que... de dessiner, d'autres gens autour. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout... je ne suis pas du tout la seule à avoir tout ça. Et puis, j'ai surtout été inspirée par beaucoup de monde. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est cet enseignement conjoint, le fait qu'on apprenne les uns des autres, le fait que justement on puisse en fait construire ces enseignements avec les uns les autres. On ait des prises de conscience les uns les autres, etc. Et il y a un autre point moi qui m'intéresse énormément là-dedans, c'est aussi le fait de pouvoir le faire avec des gens qui sont très différents de soi. Et parce que moi j'aime le débat, j'aime la nuance, j'aime confronter en fait ces moments-là. Je trouve que c'est à ce moment-là qu'on commence à sortir l'énergie créatrice assez hallucinante. Et voilà, sans aller vers les extrêmes, parce que je crois que j'ai beaucoup de mal avec ça. De toute façon, les gens qui sont extrêmes dans leur façon de voir les choses, etc. Pour moi, c'est très difficile de discuter avec eux, donc du coup, j'ai pas vraiment cette intention-là. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens tout autour avec qui ça vaut largement le coup d'avoir le débat. Merci beaucoup. J'aurais une autre feuille pour toi. Est-ce que tu aurais une représentation pour l'heure qu'on a passée ensemble? Moi, j'avais fait un soleil. Un soleil un peu surpris. Je me suis volontairement laissée un peu surprendre. Moi, j'aime bien. Je me dis que... Oui, je fais encore les soleils comme à la maternelle. Je fais un petit soleil un peu étonné. Parce que, en fait, ça m'étonne toujours les choses que j'arrive à dire, mais c'est pas parce que je me dis waouh, qu'est-ce qu'elle est brillante. C'est pas ça, c'est que je pense que ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un de spontané, j'aime dire les choses, je suis à l'aise avec ce que je dis, donc je le dis. Et en fait, des fois, ça me conforte un peu dans le fait de me dire oui, ça ira, tu suivras toujours ta route. Et puis tu seras OK avec le fait de bifurquer. Et puis voilà. Et c'est, en fait, c'est des moments qui me rassurent aussi dans ce que je suis et dans ce que j'ai gagné en expérience, on va dire, et en maturité aussi. Ça, c'est un beau moment de conclusion. Écoute, tant mieux. Merci beaucoup, Marion. Avec plaisir. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn.
Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant au boulot!